de l'UMOA. Je suis Marina Finken, je suis responsable du partenariat La Finance au service de l'Afrique, au plus communément Making Finance Work for Africa. Au nom de Making Finance Work for Africa et de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, avec qui nous organisons ce webinaire, je tiens à vous remercier pour votre présence aujourd'hui. J'en profite également pour vous souhaiter à tous et à toutes une très belle et heureuse année 2024 avec tous nos vœux de santé, de bonheur et de succès. Nous sommes très ravis de vous voir aussi nombreux aujourd'hui et d'avoir l'opportunité de vous présenter les résultats de ce profil sur le secteur financier dans la région de l'UMOA. Donc, ce profil fait partie d'une série de profils que nous élaborons au niveau national et au niveau régional dans le cadre de notre mandat de partage de connaissances et de plaidoyer pour le secteur financier africain, pour son développement. Donc, nous allons avoir l'occasion de vous présenter les tendances récentes, les progrès, les défis et aussi les opportunités pour un secteur financier plus profond et capable de répondre aux enjeux économiques et sociaux sur le continent. Avant de passer la parole à M. Sebogo de la CEA pour quelques remarques d'ouverture, je vais rapidement vous rappeler quelques règles de bienséance et aussi vous présenter le déroulé de la session ce jour. Donc, nous allons être ensemble pour 1 heure et demie à peu près. Donc, vous êtes normalement, vos micros sont désactivés. Nous allons vous demander donc de les laisser désactivés pendant toute la durée du webinaire pour assurer au meilleur confort pour tout le monde. Notez que vous pouvez poser vos questions à tout moment via le chat, via le bouton Q&A en bas de votre écran Zoom. Et il y aura donc une session de questions-réponses à la fin du webinaire où vous pourrez inviter aussi éventuellement à intervenir de façon directe. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dès la présentation du profil et on prendra le temps d'y répondre. Comme d'habitude, nous allons vous partager les diapositives, le recording du webinaire et aussi le profil dans un délai de 72 heures. Si vous rencontrez quelques problèmes techniques, n'hésitez pas à nous en faire part, à contacter directement les organisateurs. Et comme toujours, à la fin de nos webinaires, il y aura un questionnaire de satisfaction qui va s'afficher automatiquement sur votre navigateur en nous demandant de prendre quelques minutes pour y répondre. Ça nous aide à nous améliorer et à proposer des sessions toujours plus pertinentes pour vous. Donc, si on passe à la next slide, à la slide suivante pour que je vous présente donc le programme de la session. Comme je l'ai dit, je vais passer rapidement la parole à Monsieur Mamadou Sebogo, économiste senior pour le bureau sous-régional de la Commission économique pour l'Afrique pour des remarques d'ouverture. Après cela, donc, on aura la présentation donc, du profil en lui-même par Monsieur Alain Passocro. Et comme notre objectif, c'est non seulement de vous présenter les résultats de l'étude, mais aussi d'avoir une discussion, de réfléchir ensemble sur ce qui peut être fait, quelles sont les principales recommandations pour différentes parties prenantes pour le développement du secteur financier dans la région. Donc, nous aurons donc l'occasion d'écouter les discussions modérées par le professeur Issouf Soumaré, qui vous présentera les panélistes plus tard. Et encore une fois, c'est important pour nous de vous donner la parole également. Donc, nous aurons une session de questions-réponses et nous allons clôturer donc le webinaire par quelques mots par Madame Sonia Essogmati de la Commission économique pour l'Afrique. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur Mamoudou Sebego, économiste senior pour le bureau régional de la CEA en Afrique de l'Ouest. Monsieur Sebego, la parole est à vous. Merci à tous et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci beaucoup, merci, bonjour, merci Marina. Vous me recevez bien? Oui, on vous entend très bien. Par Ok, contre, on ne vous merci voit pas, bien. Monsieur Sebego. Ouais, mais j'ai activé, mais ok, je pense que maintenant ça D'accord, devrait. mais on vous entend, donc vous pouvez y aller. Merci. Ok. On m'a dit que you cannot start vidéo, je ne sais pas si quelqu'un l'a bloqué là. Quelqu'un peut faire une action là-bas. Sinon, c'est bon. Hein. Ok, merci beaucoup. Merci, chers collègues, chers experts de Making Finance Work for Africa, chers experts de l'UEMOA et de toutes les entités de financement régional présentes à cette réunion.
chers collègues du système des Nations Unies, distingués participants, mesdames et messieurs, je vais au nom de monsieur le secrétaire général, le secrétaire exécutif de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, et au nom de madame la directrice du bureau de la CEA pour l'Afrique de l'Ouest empêchée, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur l'examen du profit du secteur financier de l'UEMOA. Nous saluons en passage ce partenariat productif entre Making Finance Work for Africa et la CEA qui nous offre cette opportunité ce matin de passer en revue l'état actuel du développement du secteur financier et les défis y afférents dans notre sous-région. Le rôle central du secteur financier dans le financement du développement n'est plus à démontrer dans les pays les moins avancés en général et dans notre sous-région en particulier, notamment à travers la mobilisation de l'épargne, l'octroi de crédits aux entreprises, aux États et aux particuliers. Il constitue l'acteur principal dans l'animation des initiatives en faveur du financement des politiques et des programmes de développement par la priorisation des ressources domestiques comme prôné à travers le programme d'action d'Addis Abeba de juillet 2015. De ce fait, les profils du secteur financier développés et produits par Making Finance Work for Africa constituent un outil capital d'aide à la prise de décision et de plaidoyer. Tout d'abord, permettez-moi de souligner les avancées encourageantes réalisées par le secteur financier de l'UEMOA ces dernières années. Nous avons assisté à une augmentation significative du nombre d'institutions financières, à l'amélioration de la stabilité financière et à la mise en place de cadres réglementaires solides. À titre illustratif, en fin mars 2023, le paysage financier de l'UEMOA comptait entre autres 135 banques et 24 établissements financiers à caractère bancaire, contre seulement 125 et 15 en 2016 respectivement. Et ces progrès ont été soutenus par l'adoption de politiques favorables à l'investissement, à la modernisation des infrastructures financières et à la promotion de l'inclusion financière. Distingués participants, mesdames et messieurs, malgré ces progrès louables, des défis persistent dans le secteur financier de notre sous-région. Tout d'abord, nous devons relever les défis de l'inclusion financière, bien que des progrès aient été réalisés dans ce domaine. Un nombre considérable de personnes n'ont toujours pas accès aux services financiers de base tels que les comptes bancaires, les prêts et les produits d'assurance. À cet effet, le taux de bancarisation élargi dans l'espace UEMOA n'était que de 39% en 2020, soit à peu près 60% des adultes n'ont toujours pas accès aux services financiers. Et le taux d'inclusion n'était que de 63% à la même période. Il est donc crucial de continuer à promouvoir l'inclusion financière afin de permettre à tous les citoyens de bénéficier des avantages du système financier. Par ailleurs, la stabilité financière reste une préoccupation majeure. La fréquence élevée de l'apparition des crises financières, sociales et géopolitiques nous interpelle sur l'importance de maintenir des politiques prudentes et une surveillance réglementaire efficace pour prévenir les risques systémiques. Il est donc urgent de renforcer les capacités des institutions de réglementation, de surveillance financière de l'UEMOA, en veillant à ce qu'elles disposent des ressources et des outils nécessaires pour identifier et atténuer les risques potentiels. Un autre défi majeur auquel notre sous-région est confrontée est la transformation numérique du secteur financier. Les avancées technologiques rapides et la prolifération des services financiers basés sur les technologies de l'information et de la communication offrent des opportunités considérables pour le développement du secteur financier dans nos États. Cependant, elles nécessitent également une adaptation des réglementations et une amélioration des infrastructures pour garantir la sécurité et la protection des consommateurs. Par ailleurs, nous devons également faire face aux défis de la coopération régionale en matière de développement financier.
La coordination des politiques et des actions entre les pays de l'UEMOA est essentielle pour garantir une croissance économique durable et une intégration financière efficace. Il est donc crucial de renforcer la coopération entre les États membres de l'UEMOA, les institutions régionales et les partenaires internationaux afin de relever les défis communs et de promouvoir le développement financier inclusif et équilibré. Aussi, le développement du secteur financier dans notre continent dépend étroitement de la promotion de la bonne gouvernance et de l'intégrité. La lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont des enjeux essentiels pour assurer la confiance et la crédibilité du secteur financier. Les gouvernements et les institutions financières doivent collaborer étroitement pour renforcer les cadres législatifs et réglementaires et appliquer efficacement les mesures de lutte contre la corruption. Distingués participants, mesdames et messieurs, je voudrais conclure en disant que la situation actuelle du développement du système financier dans l'espace UEMOA présente à la fois des opportunités et des défis. La sous-région a enregistré des progrès significatifs, mais il reste encore beaucoup à faire pour assurer une croissance économique durable, la stabilité financière et l'inclusion financière pour tous. Le renforcement de la coopération régionale et l'adoption de politiques de mesures adaptées sont essentiels pour booster le potentiel du secteur financier de l'UEMOA. La promotion de l'éducation financière et la sensibilisation des populations à l'importance de l'inclusion financière doit être également intensifiée. Du reste, la CEA, de par son mandat, accompagne les États membres dans la mise en place d'outils appropriés au développement des marchés financiers, avec une attention particulière à la dimension du financement inclusif et durable. Aussi, la CEA intensifie ses interventions et efforts de plaidoyer pour une meilleure coordination et d'action concertée et cohérente afin de surmonter les défis et saisir les opportunités y afférentes pour assurer un développement d'un secteur financier inclusif, stable et innovant dans la région de l'UEMOA. Chers experts, chers participants, tout en vous souhaitant une future délibération, je vous remercie pour votre aimable attention et déclare ouvert cette réunion webinaire sur l'examen de profil du secteur financier au sein de l'UEMOA. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci bien. Merci beaucoup, Mamadou Semougou. Je suis Gracolé Arnaud Gouren, chargé de recherche à Making Finance Work for Africa. Donc, je vais maintenant vous présenter M. Alain Passokro, qui est consultant en finance et développement et qui va nous présenter les résultats de ce profil sur le mois. Monsieur Passokro. Bonjour Arnaud. Bonjour aux chers panélistes, bonjour aux participants à ce webinaire. Merci infiniment pour votre présence. Alors, notons que l'Union économique et monétaire ouest-africaine se présente comme un marché d'environ 141 millions d'habitants en 2022 et qui comprend 8 pays membres que nous connaissons tous, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Alors, après cette montée relativement résiliente face à la pandémie de la COVID-19, l'UEMOA a enregistré une reprise relativement vigoureuse de l'activité économique soutenue par la mise en œuvre de plans de relance et de politiques de développement des gouvernants qui a favorisé la réalisation d'un taux de croissance estimé à 6% en 2023 au niveau de l'Union, avec un PIB nominal qui a atteint 121 495,7 milliards de francs CFA en 2023 et dont environ 40% sont réalisés par la Côte d'Ivoire, ce qui fait de ce pays la locomotive de l'Union. Alors, nous avons également un revenu moyen par habitant qui est établi à 785 650,67 francs CFA pour ce qui concerne l'année 2022. Et notons également que la crise a entraîné une forte détérioration des déficits budgétaires des pays membres de 3% du PIB en 2019 à 6,4% du PIB en 2022 en raison principalement des dépenses liées à la lutte contre la COVID-19 et les efforts mis en œuvre pour relancer les économies. Alors, c'est donc un déficit budgétaire qui est principalement financé par d'importantes émissions sur le marché financier régional.
Les pays de l'UEMOA ont en outre bénéficié de l'appui des partenaires techniques et financiers dans le cadre de la lutte contre la pandémie, en plus des ressources levées sur les marchés internationaux. Nous en reparlerons plus tard. Alors, ce qui fait que l'endettement public a donc fortement augmenté, passant de 45,2% du PIB en 2019 à 58,7% du PIB en 2022. Toutefois, c'est un niveau d'endettement qui reste inférieur à la norme de 70% fixée dans le cadre des règles multilatérales au niveau de la zone. Voilà. Alors, une vue d'ensemble du secteur financier de l'UEMOA fait ressortir un secteur bancaire prédominant qui détient environ 90% des actifs. On note des progrès substantiels dans l'Union. Et à titre d'illustration, en 2022, le système financier de l'UEMOA comptait 132 banques, 23 établissements financiers à caractère bancaire, 236 systèmes financiers décentralisés ou encore institutions de microfinance relevant de l'article 44, on parlera un peu plus tard de l'article 44, 137 compagnies d'assurance et 15 établissements de monnaie électronique. Notons également que l'UEMOA abrite une bourse régionale des valeurs mobilières. Et au niveau du paysage institutionnel, on note la présence de plusieurs entités, notamment la Banque centrale d'État de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, qui, en plus de la conduite de la politique monétaire dans l'Union, assure la réglementation des banques et établissements financiers. C'est dans ce cadre que la BCAO s'est dotée d'un organe clé, la Commission bancaire de l'UEMOA, qui est chargée de résoudre les crises bancaires et d'assurer la solidité et la sécurité du système bancaire à travers le contrôle des établissements qui sont assujettis, notamment les banques, les compagnies financières, les systèmes financiers décentralisés et bien évidemment les établissements de monnaie électronique. La Commission bancaire veille également à la protection des déposants et contribue au maintien de la stabilité du système financier régional. Le secteur des assurances dans l'UEMOA est quant à lui régulé et supervisé par la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, ou encore la CIMA. Quant aux organismes de prévoyance sociale des pays de l'UEMOA, ils sont dans leur majorité affiliés à la Conférence interafricaine de prévoyance sociale, n'est-ce pas, la CIPRES. C'est un organisme régional qui a pour objectif de promouvoir un cadre de gestion et d'efficacité de la protection sociale dans les pays membres, tout en jouant, bien évidemment, un rôle de régulateur des activités conduites par les organismes de prévoyance sociale. Alors, quant à la réglementation et la supervision des marchés des capitaux, elle est assurée par l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA ou encore AMF-UEMOA, qui était précédemment connu sous le nom de Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Voilà, donc, alors, parlant de l'article 44, comme on le disait tout à l'heure, donc les systèmes financiers décentralisés dont le niveau d'activité ont atteint 2 milliards de francs CFA d'encours de dépôt de crédit au terme de 2 exercices consécutifs opèrent de facto sous la supervision de la Banque centrale et de la Commission bancaire de l'UEMOA. Donc, c'est une prescription qui résulte de l'article 44 de la loi uniforme portant réglementation des systèmes financiers décentralisés. Voilà, donc les autres SFD en dessous de ce seuil sont supervisés bien évidemment par les différents ministères en charge des finances des différents pays membres. Ce qu'il faut noter au niveau des systèmes financiers décentralisés, c'est que malgré leur part relativement faible au système financier de l'UEMOA, les institutions de microfinance contribuent fortement à l'amélioration de l'accès au financement des PME et des ménages à faible revenu. Bien entendu, la zone est confrontée à différents multiples risques et défis, n'est-ce pas, dont notamment l'insécurité et les crises politiques persistantes dans certains États membres de l'Union, notamment au Mali et plus récemment au Burkina Faso. Next slide, s'il vous plaît. Next slide. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire concernant le secteur bancaire? Alors, le secteur bancaire de l'UEMOA est un secteur qui est bien diversifié, notamment avec 75 banques internationales et 67 banques surrégionales. Voilà, donc de façon simplifiée, on peut définir les banques internationales comme étant des banques dont les maisons mères sont installées en dehors de l'UEMOA et les banques surrégionales comme étant des banques dont les maisons mères sont installées à l'intérieur de l'UEMOA. Donc, le secteur bancaire est aussi relativement concentré. N'est-ce pas, les 3 plus grandes banques détenant plus de 50% des actifs dans la majorité des pays en 2019 et 2021, selon les données de la Banque mondiale. Et
De façon générale, le crédit au secteur privé reste limité dans la région puisqu'il demeure inférieur à la moyenne subsaharienne qui est située autour de 27% du PIB en 2022, n'est-ce pas, dans la majorité des pays. Voilà, donc bien évidemment, il y a des pays qui ont pu faire sortir leur lot du jeu, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal qui ont pu franchir cette ligne en 2022 avec des niveaux établis à 31,2%, 29,5% et 32,2% du PIB respectivement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire concernant la solidité du secteur bancaire? C'est qu'il y a eu de profondes mutations qui sont intervenues dans le système bancaire régional en raison de la présence plus importante de groupes bancaires transfrontaliers, ce qui a accru les risques susceptibles d'impacter la stabilité financière de la région. Et donc, à cet effet, depuis janvier 2018, la Banque centrale a mis en œuvre les réformes de Bâle II et Bâle III, qui constituent une étape importante franchie par la Banque centrale dans le processus de mise en conformité et d'harmonisation du cadre réglementaire de supervision des activités bancaires dans la région. De façon générale, le secteur bancaire de l'UEMOA reste bien capitalisé, il reste également bien liquide et rentable. Voilà, donc au niveau de l'éducation du capital, on constate que le système bancaire est resté globalement solvable en 2021 et 2022, comme l'indique le ratio de solvabilité. Ce ratio qui est mesuré par les fonds propres effectifs rapportés au risque pondéré, s'est établi à 12,6% en 2021 et 13,3% en 2022, bien au-dessus du seuil réglementaire fixé à 11,25% pour l'année 2022. De façon similaire, on constate dans le tableau que le ratio de levier mesuré par les fonds propres de base rapportés à l'exposition totale s'est établi au-dessus de la norme minimale de 3% au niveau de la région. Et quand on regarde les indicateurs de liquidité, d'abord, concernant les indicateurs de liquidité, nous nous référons au coefficient de liquidité qui est destiné à prévenir les risques de liquidité à court terme du système bancaire. C'est une norme qui requiert des disponibilités ou des emplois dont la durée résiduelle n'excède pas 3%, suffisant pour couvrir à concurrence d'au moins 50% les exigibilités de même maturité. Et donc, quand on regarde le coefficient de liquidité au niveau régional, il a enregistré une baisse passant de 109,1% en 2021 à 107,3% en 2022. Mais notons que malgré cette relative baisse, le niveau de liquidité reste globalement satisfaisant. Il convient également de préciser que le dispositif prudentiel entré en vigueur en janvier 2018, comme on le mentionnait un peu plus haut, prévoit un ratio de liquidité à court terme qui est un ratio de liquidité à long terme. Voilà. Il existe au niveau de la zone également une forte concentration des sources de financement des banques vers les gros déposants, dont les 5 plus gros représentent en moyenne 25% des dépôts bancaires. Et cela est vraiment important. Et cette forte concentration comporte donc des risques de liquidité. Et nous sommes toujours au niveau de la liquidité. Donc, cette forte concentration comporte des risques de liquidité qui peut être exacerbé, n'est-ce pas, vu le sous-développement du marché obligataire régional qui demeure relativement illiquide, ce qui réduit les options des banques dans l'atténuation de tels risques. Voilà, donc nous continuons pour dire que le système bancaire de l'Union, il est relativement rentable, n'est-ce pas, au regard des coefficients de rentabilité des fonds propres et du taux de rendement des actifs. Voilà, donc le coefficient de rentabilité des fonds propres qui mesure le rendement des fonds propres par rapport aux résultats nets s'est établi à 16,8% en 2022 contre 15,6% en 2021. Donc, on constate la nette hausse. Et de la même façon, le taux de rendement des actifs qui détermine le rapport entre le résultat net et le total des actifs s'est également affiché en hausse de 1,3% en 2021 à 1,4% en 2022. Alors, au niveau de la région, qu'est-ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, concernant la qualité des actifs? Il faut noter que la qualité des actifs au niveau de l'Union s'est améliorée en 2021 et 2022 au regard des valeurs affichées par le taux but de prêts non performants qui ont atteint 8,4% du total des prêts en 2022 contre 10,6% en 2021. Et donc, quand on regarde les données depuis 2017 jusqu'en 2022, nous notons une baisse importante des prêts non performants au fil des années. Et lorsqu'on compare cela avec les données de 2006 publiées par le FMI, qui malheureusement ne figurent pas dans le tableau, on voit qu'en 2006, le taux de prêts non performants était de 20% selon le FMI. Donc, on est passé de 20% à une baisse importante de 13% en 2013 et les PNP ont graduellement continué de diminuer. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que même s'ils ont diminué au fil des années, les prêts non performants restent tout de même relativement élevés,
puisqu'il demeure inférieur au seuil de 5% généralement indiqué. Voilà. Et cela fait du risque de crédit l'un des risques les plus importants auxquels le système bancaire de l'UEMOA est confronté. Et comment on peut expliquer cette faible qualité des actifs-là? Notamment, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Et on peut en citer quelques-uns. On a par exemple l'absence de mécanismes efficaces de recouvrement des créances douteuses et une application inégale des règles de radiation qui contribue à la persistance des problèmes de qualité des actifs. Donc, le risque de crédit lui-même, il est également exacerbé par une relative concentration des prêts des banques dans certains pays, hein, n'est-ce pas, avec des expositions souveraines qui dépassent le seuil limite de 55% des fonds propres réglementaires. Donc, c'est une norme qui a été mise en place au sein de l'UEMOA. Et cela est constaté pour plus d'un tiers des banques déclarantes. Voilà. Donc, également, puisque c'est vrai que la qualité du crédit s'est relativement améliorée, mais demeure quand même à un niveau quand même critique, hein. On constate par la même occasion que les taux de provisionnement des créances en souffrance ont connu une hausse depuis 2017, effectivement, pour parer à ces éventualités de qualité de crédit là. Donc, on voit que les taux de provisionnement ont connu une hausse depuis 2017 et tout récemment, il est passé de 63,5% en 2021 à 67% en 2022. Voilà. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît? Alors, le slide suivant, je crois que c'est le slide relatif aux institutions de microfinance. Voilà. Donc, alors, les institutions de microfinance, conformément à l'article 44, le paysage des systèmes financiers décentralisés comprenait 236 institutions en 2022, dont 132 caisses de base affiliées à un réseau et 104 réseaux et institutions unitaires englobant des sociétés, des associations, des réseaux et des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit, les IMEC, voilà, qui sont des institutions non affiliées. Donc, l'activité des systèmes financiers décentralisés reste dynamique et les indicateurs d'intermédiation financière et d'accès aux services financiers ont enregistré une amélioration entre 2021 et 2022. Donc, lorsqu'on regarde le total du bilan, il s'est affiché à 3220,3 milliards de francs CFA en 2022. Donc, c'est une hausse vraiment importante de 14,4% par rapport à l'année précédente. Et lorsqu'on regarde également l'évolution des crédits, ils ont augmenté de 13% entre 2021 et 2022 pour ressortir à 1750,2 milliards de francs CFA en 2022. Okay? Et donc, parmi ces crédits-là, on a 47,6% de crédits à court terme. Voilà, donc les dépôts ont également connu une hausse de 8,6% pour atteindre 1627,7 milliards de francs CFA en 2022, dont 53% des dépôts à vue et environ 47% des dépôts à terme. Voilà. Donc, la qualité des systèmes financiers décentralisés s'est globalement améliorée entre 2021 et 2022, hein, n'est-ce pas? Et on peut constater cela au regard des taux bruts et nets de dégradation du portefeuille qui ont relativement baissé. Donc, ils sont respectivement établis à 5,8% et 4% en 2022, contre 6,4% et 4,7% en 2021 respectivement. Voilà, les défis auxquels les systèmes financiers décentralisés sont confrontés se situent au niveau de la faiblesse, non seulement de leur rentabilité, mais également de leur capitalisation. Donc, on voit que le taux de rentabilité s'est établi en dessous du seuil de 15% qui est fixé, et également le ratio de capitalisation qui mesure la proportion des fonds propres dans le total des actifs s'est également établi en dessous de l'endroit minimal de 15%. Donc, face à ces défis-là, il convient de noter que la Banque centrale est en train de mettre en œuvre des réformes et elle a récemment procédé à un recensement de l'ensemble des systèmes financiers décentralisés en difficulté afin de mener des missions d'évaluation qui devront aboutir à la définition et à la mise en œuvre d'un plan de redressement durable. Next slide. Le marché des capitaux. OK, donc il convient de noter, parlant du marché des capitaux, lorsque nous jetons un regard sur le marché boursier de l'Union demeure peu profond. Donc, cela est établi et on constate cela hein, au regard de sa taille et puis du niveau de liquidité qui sont relativement faibles comparés à d'autres économies. Voilà, on voit que la captation boursière de la BRVM a atteint 16% du PIB en 2023 contre 17,3% en 2022. C'est un niveau qui reste relativement bas
lorsqu'il est comparé à celui de plusieurs économies africaines, notamment le Maroc, où la captation boursière atteint 42,2% du PIB en 2022, et puis l'Afrique du Sud, où la captation boursière atteint 321% du PIB en 2022. Voilà, bon, d'aucuns diront, est-ce qu'on peut comparer l'Afrique du Sud à l'UEMOA? Bon, c'est juste pour permettre à l'auditoire de pouvoir voir un peu le niveau relativement bas de la taille de notre marché boursier dans l'Union. Voilà, au niveau de la liquidité du marché, cette liquidité-là demeure relativement faible, à l'instar du taux de rotation des actions négociées qui est vraiment bas. Donc, 2,2% en 2022 contre 1,8% en 2023. Lorsqu'on compare cela au taux du Maroc et de l'Afrique du Sud, on voit qu'effectivement, cela est vraiment bas de façon relative. Voilà, parce qu'au Maroc, le taux de rotation se situe à 5,7% en 2022 et pour l'Afrique du Sud, c'est 26,6% en 2022. Voilà, lorsqu'on regarde l'indicateur concernant le nombre de sociétés cotées en bourse, en 2023, tout comme en 2022, dans l'Union, on avait 46 sociétés cotées en bourse contre 76 pour le Maroc et 304 pour l'Afrique du Sud. Donc, l'étendue du marché, même le marché boursier, l'étendue du marché boursier peut être captée par le nombre de sociétés cotées, hein, ce qui met en exergue le nombre relativement limité de titres disponibles dans la zone pour que les investisseurs puissent disposer de portefeuilles relativement diversifiés pour éventuellement atténuer les différents risques auxquels ils seraient confrontés. Euh, Concernant le marché des titres et de la dette publique, alors, il faut noter que dans le contexte de la crise sanitaire, il y a eu un recours massif des États membres au marché financier régional en vue de la couverture des besoins de financement. Et cela s'est traduit par une hausse du montant global des émissions brutes qui a plus que doublé en 2019 et 2020 pour atteindre 10 486,8 milliards de francs CFA. C'est stabilisé à 7 268 milliards de francs CFA en 2021, puis 8 326,7 milliards de francs CFA en 2022. Alors, l'encours des titres publics a régulièrement évolué, passant de 17,2% du PIB en 2021 à 19,4% du PIB en 2022. Voilà. Il faut également noter que ces récentes années, les pays de la région ont développé un appétit croissant pour la dette libellée en devises étrangères. On parle notamment, bien évidemment, des euro-obligations, de l'émission d'euro-obligations. Et les émissions d'euro-obligations par les pays membres de la région, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal et plus récemment le Bénin, ont permis de mobiliser 16 998 millions de dollars américains en 2010 et 2021. Et les plus fortes levées de fonds à l'échelle de la région ont été répertoriées en 2017 et 2018 avec 3 056 et 4 281 millions de dollars américains respectivement. Voilà. Pour pouvoir bien capter l'ampleur de ces émissions-là, on note que ces euro-obligations émises par la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ces deux pays, ne serait que ces deux pays, ont représenté 87% du déficit budgétaire global de l'UEMOA en 2018 selon l'UFMI. Généralement, qu'est-ce qui est fait? Les euro-obligations sont généralement attribuées à plusieurs facteurs, dont entre autres le respect des échéances relatives aux engagements de dette, les questions de financement de grands projets d'infrastructure de développement, la couverture des déficits budgétaires croissants et plus récemment, la nécessité pour nos économies de relancer, n'est-ce pas, les différents pays à la suite de l'impact négatif de la pandémie de COVID-19. Donc, ces émissions, parfois souscrites, se sont faites à la faveur de bonnes notations financières assignées aux différents pays, ce qui présage de perspectives économiques stables et favorables dans la région. Voilà, ce qu'il faut noter, c'est que ces émissions d'euro-obligations ont eu pour avantage d'atténuer les pressions sur la liquidité du marché financier régional. Toutefois, malgré ces avantages liés à ces émissions d'euro-obligations, il n'en demeure pas moins qu'elles demeurent susceptibles d'engendrer des risques importants au niveau de la région. En effet, la dynamique favorable qu'elles ont impulsée a été accompagnée d'un poids croissant de la dette publique. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire de façon globale concernant les euro-obligations, c'est qu'en présence d'un marché peu profond comme le nôtre et faiblement liquide, les niveaux élevés de déficit budgétaire et les possibles creusements dans les années à venir pourraient engendrer d'importantes tensions sur le marché régional dans l'éventualité, bien entendu, d'une restriction de l'accès des émetteurs d'euro-obligations
sur le marché international. Au niveau des questions de finances vertes ou durables, il faut noter que le marché financier régional est encore à ses débuts en matière de finances durables. Je crois que la première émission d'obligations vertes, sociales et durables sur le marché régional a été initiée en juin 2021 par certains opérateurs du secteur privé non financiers. Il faut également noter que la zone est caractérisée par une capacité relativement restreinte d'investisseurs locaux. Donc, la base des investisseurs locaux sur le marché financier régional, c'est une base qui reste relativement étroite. Ce qu'on constate, c'est que les banques sont les premiers acquéreurs des titres publics. Les banques détenaient 81,2% de l'encours, n'est-ce pas, en 2019. Et elles appliquent majoritairement la stratégie de placement de long terme, n'est-ce pas, qu'on appelle, n'est-ce pas, généralement le buy and hold. Et le reste des titres publics est réparti entre les fonds communs de placement ou les investisseurs institutionnels. Donc, bien entendu, au niveau de l'Union, il y a un projet d'établissement d'un marché de capital islamique qui est en cours, qui ambitionne la diversification de l'offre des produits financiers et l'élargissement de la part des investisseurs. Donc, les activités de la finance islamique restent encore limitées, représentant à peine 1% des actifs bancaires de la zone. Au niveau des infrastructures des marchés, ces infrastructures restent encore relativement peu développées, bien que l'on note des améliorations significatives, n'est-ce pas, ces dernières années. Voilà, donc, la BVM dispose également d'un compartiment pour les actions et d'un autre pour les obligations. Il existe également un troisième compartiment qui a été ouvert depuis 2017 et qui est dédié aux petites capitalisations, n'est-ce pas, notamment généralement les PME à fort potentiel. Alors, il faut noter que c'est un compartiment qui reste encore peu actif. Next slide, please. Monsieur Passokro, j'en profite. Si je peux me Oui. permettre, il faudrait terminer dans quelques minutes, s'il vous plaît, pour laisser assez de temps pour la discussion. Donc, si vous pouvez terminer en 6 minutes, ça serait parfait. Merci. Voilà. D'accord. OK. Donc, au niveau de l'inclusion financière de la finance numérique, notons qu'en 2021, le secteur de la finance numérique comprenait 40 déploiements de services financiers via la téléphonie mobile offerts à travers 26 partenariats de banques, opérateurs de télécommunications et prestataires techniques, 13 établissements de monnaie électronique et une institution de microfinance. Voilà, donc, on a des statistiques telles qu'on peut le constater. Donc, l'UMOA compte près de 179 fintech qui couvrent différents secteurs d'activité, notamment les services financiers numériques, l'assurance, le développement de plateformes numériques et le financement participatif, la monnaie digitale, et etc., etc. Voilà, donc on a bien entendu enregistré des résultats significatifs au niveau à la fois du nombre de comptes de monnaie électronique, au niveau des valeurs des transactions via téléphonie mobile et bien entendu au niveau même du volume, n'est-ce pas? Tout cela, ce sont des indicateurs qui montrent véritablement qu'il y a des améliorations qui sont enregistrées dans ce secteur. Ce qu'il faut noter, c'est que la digitalisation accrue des activités favorisées par la mutation rapide de cet écosystème, mais elle a plusieurs risques. Il s'agit notamment des risques liés à la complexité des modèles multipartenariats mis en œuvre entre les banques et les prestataires techniques. Il y a aussi des risques liés à la défaillance des émetteurs ou des banques de domiciliation de comptes et de contournement de ces fonds. On note également des risques liés aussi à l'exercice de l'activité illégale de monnaie électronique. Donc, il y a plusieurs risques. Et un autre risque qu'on peut mentionner, c'est le phénomène de multibancarité qui est dû au fait qu'une personne peut être répertoriée autant de fois qu'elle possède de comptes. Donc, c'est une situation qui entrave la traçabilité des transactions, la supervision du dispositif de lutte contre le blanchiment et puis, bien évidemment, l'évaluation des indicateurs même d'inclusion financière. OK. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant l'inclusion financière? C'est qu'au niveau de l'inclusion financière, il y a eu des progrès substantiels qui ont été réalisés dans la région. Et donc, au regard des indicateurs du Global Findex de la Banque mondiale, on peut dire que les économies sont parties d'un niveau relativement bas en 2014 et on enregistre une proportion des populations adultes disposant d'au moins un compte qui a fait un bond significatif dans la majorité des pays. N'est-ce pas? On peut constater cela dans le tableau. Les économies comme le Bénin avec 49%, le Togo 50%, la Côte d'Ivoire 51% et le Sénégal jusqu'à 56% pour ne citer que ces pays-là.
Notons que le Sénégal reste toutefois le pays de l'Union avant enregistré le plus fort taux d'inclusion financière lorsqu'il est comparé à la moyenne subsaharienne de 55% en 2021. Voilà, donc le rôle vecteur d'inclusion financière dévolu aux services financiers de monnaie électronique s'est perpétué dans le temps et cela peut se constater, n'est-ce pas, à travers l'évolution des différents indicateurs qui ont été élaborés par la Banque centrale. Banque centrale. Next slide, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Next slide. Concernant le financement des PME. Next slide. Voilà, donc il faut dire que les PME ont un poids important dans le tissu économique des pays de l'Union. Elles représentent environ entre 80 et 95% des entreprises recensées dans l'Union et concentrent entre 20 et 40% de l'emploi, avec un taux pouvant atteindre 70% en milieu rural. Alors, les PME de l'Union sont soumises à des difficultés d'accès au financement. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. Et cela se traduit par leur faible contribution au PIB de la région. Voilà, donc, en termes de statistiques, il y a un gap de financement des micro, petites et moyennes entreprises qui reste vraiment important. Notamment, il est estimé à 44% au Niger, 15% au Burkina Faso, 12% en Guinée. Donc, la proportion des PME partiellement ou totalement contraintes également, lorsqu'on se réfère à cette statistique-là, montre également que nous avons quand même un bon nombre de PME qui restent financièrement contraintes. Et cette statistique-là se situe au niveau de plusieurs pays à un taux vraiment élevé. Burkina Faso, pardon, autant pour moi, en Guinée-Bissau, c'est 94% de PME financièrement contraintes, 66% au Burkina Faso et 52% au Mali et au Sénégal. Voilà. Donc, vous voyez, donc, cela montre clairement que les PME dans la zone sont véritablement contraintes financièrement. Alors, au regard de toutes ces informations et des problématiques qu'elles soulèvent, on peut quand même faire un certain nombre de recommandations concernant relatives au développement du secteur financier. Au niveau du secteur bancaire et de celui de la microfinance, lorsqu'on regarde les prêts non performants, même s'ils ont diminué au fil des années, ils restent encore élevés. Et ce niveau élevé de prêts non performants dans la région nécessite une surveillance étroite du secteur bancaire, suivie de la mise en place de mécanismes efficaces de recouvrement de clients douteuses. Bien entendu, les stratégies de développement du secteur financier devraient se poursuivre en vue de permettre la promotion d'une croissance plus inclusive. Cette croissance inclusive qui va prendre en compte les PME et, bien entendu, qui va permettre la mise en place des procédures de recouvrement plus efficaces par le biais d'une digitalisation plus performante. Il faut également mettre en œuvre des mesures qui vont permettre une concurrence plus accrue au niveau du secteur bancaire en vue de réduire, n'est-ce pas, la concentration du secteur bancaire. Alors, nos États devraient jouer un rôle plus actif dans l'identification des populations en vue de surmonter les contraintes liées à l'accès aux services financiers auprès des institutions formelles. Alors, quelles sont les recommandations en termes d'inclusion financière et finances numériques? Alors, les programmes d'éducation financière des populations s'avèrent importants et donc devraient se poursuivre. On devrait mettre plutôt l'accent sur l'implémentation de comptes simplifiés, accessibles aux populations vulnérables et une infrastructure financière suffisamment à leur portée et la mise en place de canaux de discussion alternatifs afin de briser les différentes contraintes liées à l'accès. Il y a un processus d'interpellation, d'achèvement de l'interpellation qui est en jeu dans la région. Donc, son achèvement sera vraiment salutaire et pourrait engendrer un décloisonnement total de l'écosystème des services numériques. Voilà, il faudrait en plus de cela mettre en place un cadre réglementaire qui devrait être constamment adapté aux mutations rapides du secteur de la finance numérique et soutenu par les échanges réguliers entre l'industrie et l'innovation financière et les régulateurs. Au niveau des marchés de capitaux, face à la stratégie du buy and hold, qui est majoritairement appliquée par les banques, il conviendrait d'impulser un plus grand dynamisme du marché secondaire et renforcer la mobilisation des investisseurs institutionnels non bancaires. Donc, entendons par investisseurs institutionnels non bancaires, les compagnies d'assurance, les organismes de prévoyance sociale et tous les autres acteurs impliqués dans la gestion des fonds de pension. Donc, dans cette optique, le marché financier régional devrait offrir plus d'opportunités d'investissement diversifiées et plus attractifs. Voilà, donc je vais m'arrêter là et signifier que cette présentation ne prend pas en compte les secteurs de l'assurance et les organismes de prévoyance sociale
qui sont abordés de façon plus exhaustive dans le rapport intégral. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Passoko, pour cette présentation. Donc, nous allons passer au panel. Donc, j'aimerais vous présenter le professeur Soumaré, qui est professeur de finance à l'Université Laval. C'est lui qui sera le modérateur de ce panel. Professeur Soumaré, vous avez la parole. Merci. Parfait. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Gracolé. Si vous pouvez arrêter le partage d'écran, voilà, c'est possible. Si vous pouvez arrêter le partage. Donc, d'abord, en fait, pour commencer, j'aimerais, en tout cas, dire merci vraiment à le Making Finance Work for Africa et aussi à nos amis aussi de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies pour cette opportunité, en tout cas, qui nous donne de pouvoir débattre d'un sujet aussi important pour les populations de la région qu'est la finance de façon générale. Tout à l'heure, nous allons avoir l'occasion, en fait, là, d'échanger avec les différents panélistes. En tout cas, nous avons 3 panélistes qui s'y connaissent très bien dans le secteur financier, qui sont des spécialistes de divers aspects du secteur financier, qui vont avoir l'occasion de donner leurs différents points de vue, en fait, là, par rapport à ce qui vient d'être présenté par le consultant. Et en tout cas, merci beaucoup aussi pour cette présentation très riche, vraiment en information, très riche en informations d'ailleurs. Avant juste de venir à mes panélistes, en fait, je vais juste, c'est en rafale, d'essayer de résumer un peu les différentes idées, en tout cas que moi, j'ai pu retenir, en fait, là, de cette présentation. Mais je constate, en fait, là, qu'il y a vraiment des progrès qui ont été réalisés dans le secteur financier. En tout cas, au cours des dernières années, il y a eu énormément de progrès qui ont été réalisés. Mais en fait, là, des conclusions qui ressortent, il y a encore de la marge vraiment pour pouvoir encore améliorer. OK. Surtout quand on compare plusieurs indicateurs à des régions, d'autres régions ou à d'autres pays, en fait, là, en Afrique ou dans d'autres régions du monde, on voit qu'il y a plusieurs indicateurs qui sont un peu en dessous quand même de ce qu'on observe ailleurs dans le monde aussi. Donc, il y a vraiment de la marge à l'amélioration. On constate en fait là qu'il y a une diversité vraiment d'acteurs dans le secteur financier, les acteurs qu'on retrouve un peu partout. Donc, on a les banques, les secteurs financiers décentralisés, les établissements financiers, et puis le marché des capitaux aussi, avec une bourse en fait là qui est en place, bien évidemment. Mais le secteur reste encore dominé par le secteur bancaire, donc avec plus de 90% des actifs. Et ce secteur bancaire, en fait, là, qui reste encore concentré, en fait, là, beaucoup concentré, avec un niveau faible relativement de crédit, en fait, là, à l'économie, malgré le fait qu'il y a une forte liquidité, en fait, là, dans le secteur et aussi une bonne capitalisation et une bonne rentabilité, en fait, là, dans ce secteur-là. Donc, on voit qu'il y a de la marge quand même pour ces secteurs bancaires-là de pouvoir faire un peu plus de crédit et surtout que les PME dans le secteur, en fait, là, dans la région, sont beaucoup exclus quand même du système financier. Plusieurs PME n'ont pas accès au financement, en fait, là, bancaire de nos jours. Quand on vient aux microfinances qui viennent compléter en fait là les banques dans l'intermédiation financière, on voit aussi une évolution positive clairement en fait là au niveau des crédits, au niveau des dépôts et même au niveau de l'amélioration en fait là de la qualité du portefeuille de façon générale. Mais cependant en fait là il semble avoir beaucoup de difficultés dans ce secteur de la microfinance avec une faible rentabilité, avec une faible capitalisation et aussi en fait quand on regarde aussi le crédit et puis les dépôts sont de court terme aussi. Donc ça veut dire en réalité que dans ce secteur aussi il y a du travail qui reste, qui peut être fait aussi pour améliorer en fait là la qualité du portefeuille de ce secteur-là. Les marchés des capitaux, bien évidemment, il y a une évolution positive aussi avec la bourse régionale, avec l'évolution de la capitalisation boursière. Mais quand on vient à des indicateurs de liquidité, on voit que en fait, ces indicateurs de liquidité pourraient être améliorés aussi, surtout quand on les compare, par exemple, à des indicateurs des pays comme le Maroc, l'Afrique du Sud et à d'autres régions du monde aussi. Et lorsque je remarque aussi dans des marchés des capitaux, ben, on voit qu'il y a un besoin vraiment d'avoir une diversité au niveau des produits en fait qui sont sur le marché et aussi une diversité aussi au niveau des acteurs. Et surtout quand on regarde par exemple là, au niveau du marché, mais la finance durable aussi est à l'étape embryonnaire avec les instruments de finance durable aussi, où on pourrait aller chercher quand même un peu beaucoup plus de volume à ce niveau-là. Bien évidemment, le numérique a contribué. Quand on regarde l'évolution du numérique au cours des dernières années, ça a beaucoup contribué à l'inclusion financière, comme un peu dans d'autres parties du monde, à travers le monde aussi.
Mais bon, il y a un certain nombre de défis qui sont liés au numérique, comme un peu les plusieurs défis qu'on connaît par rapport à l'utilisation en fait là de la finance digitale. Donc ça, c'est en rafale en fait là les différents points en fait là que bon, je voulais juste souligner par rapport à la présentation de Monsieur Paz Sokro en fait qui est le consultant de la BAD. Maintenant, ceci étant dit, je vais me tourner maintenant vers les trois panélistes, voilà. Donc, les trois panélistes que nous avons, je vais les présenter au fur et à mesure que je vais les interpeller. Voilà. Donc, je vais d'abord commencer avec Monsieur Jean-Yves Naka. Monsieur Jean-Yves, oui, Jean-Yves est bien là. Monsieur Jean-Yves, en fait, là, est directeur de la recherche de la stratégie à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Donc, je vais l'interpeller, en fait, là, le premier. Jean-Yves, en fait, là, bon, vous avez vu dans la présentation tout à l'heure, le consultant a parlé, en fait, là, du marché des capitaux, avec la bourse régionale, bien évidemment, qui est un des acteurs clés, en fait, là, dans ce marché-là, au niveau de la zone. Je pense que vous avez, en fait, là, pour nous, vous pouvez nous parler un peu du bilan, en fait, là, de la BRVM, en fait, là, surtout avec l'année qui vient de s'écouler, et en même temps aussi, nous parler un peu des perspectives à venir, quand même, là, et égard, par exemple, là, à cette diversité, en fait, là, du produit dont on vient d'évoquer, comment est-ce que, bon, au niveau de la BRVM, vous voyez ces aspects-là, en fait, là, pour les années à venir, par exemple, pour pouvoir améliorer l'inclusion financière dans la zone. Merci, professeur. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier Making Finance for Africa pour l'organisation de ce webinaire et qui, à mon sens, est très important pour démarrer l'année. La présentation qui a été présentée, qui a été partagée également est très riche en enseignements. Et à ce titre, je voudrais un peu parler du bilan de la BRVM au titre de l'année qui vient de s'écouler. Donc, comme il est de coutume il est de coutume dans notre institution en début d'année de vous donner les nouvelles. Donc, la BRVM en 2023 a connu une performance notable, ce qui se reflète donc dans la progression de l'indice boursier du BFM Composite, le All Share Index, qui peut se trouver sur d'autres marchés, qui a connu une progression de près de 6%. Et c'est à l'image d'ailleurs de l'ensemble des bourses africaines, à l'exception quand même de quelques-unes, notamment la bourse du Kenya, qui a connu une baisse de moins 27%, la Tanzanie, moins 7%, et Maurice, moins 1%. Il faut dire que la capitalisation boursière de la BRVM a atteint un niveau historique, un niveau record au cours de l'année 2023 avec 8 000 milliards. On a atteint la barre des 8 000 milliards, ce qui était vraiment très attendu depuis déjà même près d'une décennie. Et aussi pour la première fois, la BRVM, depuis son existence, a réussi à se hisser dans le top 5 des bourses africaines. Donc, on est la 5e bourse la plus importante en termes de capitalisation en Afrique, derrière Johannesburg, Casablanca, Lagos et le Caire. Donc, j'ai vu qu'il n'y avait pas assez de temps pour partager quelques slides, mais juste vous donner quelques chiffres. Par exemple, en termes du taux de rendement, il s'est amélioré. On est passé de 7% en 2022 à 8,55% en 2023. J'ai parlé tout à l'heure du composite, mais l'indice BRVM 30 a aussi connu une hausse de 7,85%. Le Prestige a connu une hausse de 2%. J'ai parlé de la capitalisation tout à l'heure du marché action, mais la capitalisation du marché obligataire, elle aussi, a une croissance. On est passé de 8 926 milliards en 2022 à près de 10 302 milliards en 2023. Donc, pour vous dire que l'année était positive au niveau de la BRVM. Et en 2024, nous envisageons de continuer sur cette lancée, notamment en développant l'offre et la demande de titres, à savoir on veut encourager les gouvernements
à utiliser le mécanisme de privatisation pour non seulement nous apporter de nouvelles sociétés à la BRVM, mais aussi c'est un moyen pour eux de partager les richesses produites par des entreprises nationales avec l'ensemble de la population. C'est une des raisons qui explique le succès de l'introduction d'Orange Côte d'Ivoire, qui a favorisé, qui a permis à la BFM d'avoir de nouveaux investisseurs parce que ces opérations-là entraînent généralement de nouveaux investisseurs, personnes qui sont, comment dirais-je, attachés à la marque Orange et qui ne sont pas sur le marché et vice-versa, et d'autres qui sont sur le marché déjà et qui augmentent leur participation sur le marché. Donc, nous encourageons les privatisations, les admissions volontaires, les sorties de fonds de private equity, comme ça a été le cas avant avec Orago. Et nous aussi, nous visons à dynamiser le troisième compartiment qui jusqu'à présent n'a pas encore eu de société et encourageons les réformes avec les réformes du secteur de l'assurance pour accroître la participation de ces compagnies d'assurance dont ces investisseurs institutionnels sur notre marché pour améliorer la liquidité de notre marché. Le professeur Soumaré tout à l'heure a parlé de nouveaux produits. Évidemment, c'est quelque chose que nous sommes en train de mettre en œuvre, notamment faire la promotion des obligations vertes et le marché de la bourse de matières premières. Donc, voici un peu le bilan et je dirais la stratégie de la BRVM pour 2024. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, hein, Jean-Yves, en tout cas, pour ces différents éléments en fait, là, de réponse et puis bon, pour en tout cas de bons compléments après la présentation. Donc, je retiens en tout cas que vraiment vous avez beaucoup de chantiers à venir, en tout cas, si tous ces chantiers se réalisent, ça devrait en tout cas permettre de régler un certain nombre de problématiques qui ont été soulevées. Entre autres, en fait, si on peut encourager nos États vraiment à privatiser les différentes sociétés, bien évidemment, ça va accroître l'offre de titres qui seront disponibles sur le marché et aussi permettre le partage de la richesse, là, comme vous l'avez dit aussi, les sorties par les private equity, bien évidemment, ça augmente aussi le nombre d'acteurs aussi sur le marché, dynamiser le troisième compartiment qui fait allusion au compartiment en fait, des PME, d'ailleurs au niveau de la BAV, mais surtout qu'on a un problème d'accès au financement au niveau des PME. Et puis, si on peut avoir, en tout cas, une participation beaucoup plus accrue des investisseurs, qui sont les compagnies d'assurance, les fonds de pension dans d'autres zones, je pense que tout ça, ça va nous permettre d'avoir une grande diversité d'acteurs qui seront sur le marché des capitaux. Là. Donc, je vais juste passer au deuxième intervenant, mais je vais revenir plus tard à vous plus tard. Mais je vais passer au deuxième intervenant qui est Oumar Sangari. Oumar Sangari, en fait, là, qui est directeur régional en tout cas, UEMOA en charge des grandes entreprises à Ecobank. Vous avez eu l'occasion de lire son profil, en tout cas, dans l'invitation qui vous a été envoyée. Pour question du temps, je ne vais pas passer au travers de son profil, mais très, très riche. Je peux vous assurer que c'est un expert vraiment du secteur bancaire. Oumar, je vais me tourner vers toi et puis je vais combiner en fait là deux problématiques pour pouvoir formuler ma question. Dans la présentation tout à l'heure, un des éléments qui est ressorti, c'est un peu le fait que les banques étaient performantes dans la zone, on le voit, en termes de liquidité, en termes en fait, de performance, même en fait là, des ratios de performance des banques. Mais en même temps, on constate que le niveau de crédit reste faible dans la zone. Et l'autre élément aussi qui est ressorti aussi, c'est en même temps que le niveau de crédit est faible, mais si on prend, enfin, bon oui, le niveau des prêts non performants s'est amélioré, mais il semble rester toujours très élevé. Donc, comment toutes ces problématiques en fait qui sont là, donc le faible niveau de crédit avec le niveau des prêts non performants qui semble être élevé et en même temps combiné avec une liquidité forte quand même dans le secteur bancaire, une bonne performance des banques et en même temps sachant que les banques représentent 90% quand même des actifs du secteur, donc c'est un acteur majeur ici. Mais quel diagnostic faites-vous en fait de cette situation et puis comment est-ce que vous voyez les solutions justement pour que les banques puissent contribuer davantage vraiment au financement des économies en fait là de la région ici? Bonjour professeur, merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier Making Finance Work for Africa pour l'organisation de
de ce webinaire, à l'instar de l'autre panéliste. Donc, effectivement, c'est deux points qui sont liés, hein, l'accès au financement et le niveau élevé des prêts non performants. Je vais peut-être commencer par le deuxième point, qui est le niveau élevé des prêts non performants. Effectivement, le niveau des prêts non performants est quand même élevé dans la zone. On le remarque particulièrement sur les PME et ça s'explique par plusieurs facteurs. Le premier facteur que je peux nommer, c'est le manque de fonds propres. Alors, je m'explique. Tout projet doit être financé par une partie de dette bancaire et de fonds propres. Donc, je prends un exemple. Si vous avez un projet qui coûte 100 millions, la banque pourrait vous prêter 80%, c'est-à-dire 80 millions, et l'entreprise elle-même devra venir avec 20% de fonds propres. Ce qu'on constate, en fait, dans la réalité, c'est que beaucoup de PME n'ont malheureusement pas suffisamment de fonds propres qui leur permettraient de mener à terme leur projet. Donc, ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'on arrive au moment où il faut injecter les fonds propres, ces entreprises ne sont pas en mesure de le faire. Donc, cela affecte leur performance et par ricochet, cela affecte leur capacité de remboursement auprès des banques. Donc, ça, c'est le premier problème qu'on constate au niveau des prêts non performants. Il y a d'autres problèmes qui ont déjà été mentionnés par Alain, notamment les défaillances du système de gestion et de gouvernance des entreprises et aussi les insuffisances de l'environnement juridique et judiciaire. Mais un autre point qu'on ne cite pas suffisamment souvent, c'est les retards de paiement des marchés publics. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des PME ont remporté des marchés publics et les termes de paiement de ces marchés publics-là, généralement, sont autour de 6 mois, 3 à 6 mois. Mais dans la réalité, ce qu'on constate, c'est qu'avec les tensions de trésorerie auxquelles nos États sont confrontés, ces PME-là reçoivent leur paiement après 12 mois, voire 24 mois, dans certains cas. Donc, ce que cela cause, c'est que cela cause des retards dans les remboursements et ces prêts-là sont classés dans la catégorie des prêts non performants. Donc, ça, c'est une autre chose, en fait, qui explique le niveau assez élevé des prêts non performants, qui sont les retards dans les paiements et puis l'apurement de la dette intérieure. Au niveau des solutions qu'on pourrait apporter, et c'est quelque chose qu'on essaie de faire au niveau d'Ecobank, hein, c'est d'accompagner justement les entreprises et particulièrement les PME dans leur gouvernance et dans la gestion de leur entreprise en leur prodiguant des conseils. Un exemple tout simple, hein, la majorité des PME qu'on voit aujourd'hui n'ont pas de business plan. Alors que le business plan est la base dans la gestion d'une entreprise. Ça vous permet de connaître votre marché, ça vous permet de connaître la compétition, ça vous permet même de faire des projections financières. Et c'est sur la base des projections financières que les banques sont en mesure de déterminer quelle est la capacité de remboursement justement de cette entreprise qui vient demander un prêt. Donc, il y a l'accompagnement de ces PME-là pour justement améliorer leur gestion et également leur gouvernance. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont, comme on dit en anglais, des one-man show, c'est-à-dire qu'il y a un dirigeant qui fait tout. Donc, je vais prendre un exemple qui colle un peu à l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Si vous avez une équipe qui n'a pas de remplaçant, si jamais il y a un problème, si par exemple le gardien de but est blessé, eh ben, vous n'aurez personne pour le remplacer et c'est quasiment sûr que l'équipe se dirige vers une défaite. C'est la même chose pour une entreprise. Si vous n'avez pas un plan de relève, quelque chose qui vous permet de faire continuer l'entreprise quand le dirigeant principal est empêché, à ce moment-là, vous aurez des problèmes. Donc, il faut qu'on accompagne ces entreprises-là, les aider à améliorer leur gouvernance et mettre en place des plans de relève. L'autre chose, c'est que le financement d'une entreprise évolue dans un écosystème. Dans cet écosystème-là, on a les banques, oui, mais on a aussi les fonds de private equity qui, elles, viendront apporter les fonds propres qui sont le problème que j'avais mentionné plus tôt. Donc, il faut qu'on stimule justement ce secteur des fonds de private equity qui est très développé en Afrique anglophone, mais malheureusement ne l'est pas assez dans notre zone de l'UMOA, pour qu'ils viennent investir et investir en fonds propres et également aider les entreprises dans lesquelles elles investissent dans leur gouvernance. Et ensuite, une autre chose, c'est les États. Les États font partie de cet écosystème. Ils peuvent mettre en place des fonds de garantie des PME qui existent dans certains pays, mais pas dans tous. Et une autre chose qu'ils peuvent faire, c'est de prioriser le remboursement de la dette intérieure. Parce que comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, les retards de paiement dans les marchés publics, justement, sont une cause importante dans le niveau élevé des prêts non performants. Maintenant, pour ce qui est de l'accès au crédit bancaire, ce qu'il faut préciser, hein, c'est que les banques aujourd'hui ont des actionnaires et ont des déposants. Donc, les banques sont obligées d'être très rigoureux dans l'accès, dans l'octroi du crédit qu'elles font.
Donc, il est important qu'on ait suffisamment d'informations aux entreprises à qui on prête. S'il n'y a pas d'informations, c'est-à-dire pas d'état financier, etc., il est quasiment impossible d'octroyer un prêt. Donc, il faut qu'on accompagne nos entreprises pour qu'elles puissent avoir des états financiers et qu'elles puissent avoir des business plans, comme je l'ai dit tout à l'heure, et des projections financières qui nous permettront de les accompagner. Il y a également l'amélioration du système judiciaire. Aujourd'hui, on se dit les banques prennent beaucoup de garanties, elles prennent des maisons en garantie, ce genre de choses. Mais ce qu'on ne réalise pas, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de lenteur dans la réalisation des garanties. Donc, il faut que le système judiciaire soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus efficace, de telle sorte que lorsqu'il y a une réalisation d'une garantie, ça se fasse rapidement, de telle sorte qu'on ne soit pas obligé de classer justement ces prêts dans la catégorie des prêts non performants. Et puis, la dernière chose, et c'est une chose dont on ne parle pas suffisamment, il faut accompagner les jeunes et les femmes. Ce sont deux catégories qui sont particulièrement lésées justement au niveau des crédits bancaires. Et justement, au niveau d'EcoBank, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en place des produits spécialisés. Par exemple, on a un produit spécialisé pour les femmes qui s'appelle Élevé. Et dans le cadre justement de ce service, on accompagne les femmes pour les aider justement à mener à terme leur projet. On met de côté un fonds spécial justement pour le crédit aux femmes et c'est quelque chose qu'on va développer également pour le crédit aux jeunes. Donc voilà pour cette question. Ok, merci beaucoup, Omar. Je vais probablement revenir un peu plus tard, en tout cas, à toi, mais je retiens en tout cas plusieurs éléments. En fait, là, donc, où vraiment la problématique vraiment des prêts non performants peut être beaucoup attribuée vraiment à ces problématiques liées au PME, en fait, là. Donc, en termes de fonds propres, en termes de gestion même, en fait, là, des fonds propres et qui pourraient être améliorés, en fait, là, en amenant d'autres acteurs aussi sur le marché, comme les private equity, par exemple, là, qui peuvent apporter ces fonds propres additionnels et qui peuvent aussi aider à l'amélioration de la gouvernance. Et il y a la problématique aussi des arriérés en fait de paiement qui en tout cas que l'État doit et souvent qui ne viennent pas vraiment à temps et qui peut mettre en mal la trésorerie des PME et du coup en fait là impacter aussi les banques en fait là les banques ici. Et donc, de façon globale, là, je pense qu'en fait, là, ça prend, parce qu'on sait que le problème des PME, ce n'est pas seulement un problème de finance seulement, hein. Le problème des PME est beaucoup plus large que le problème des finances parce qu'il faut les accompagner dans la gestion de l'entreprise, il faut les accompagner à comprendre même les états, la finance, la gestion financière même en tant que telle, dans la gouvernance même des entreprises. Et puis bon, le problème du relève aussi qui est un problème vraiment très crucial en fait là, de nos jours en fait, avec plusieurs PME. Et aussi l'infrastructure qu'il faut aussi aux banques aussi pour pouvoir mieux gérer leurs risques aussi. Donc, on parle d'infrastructure au niveau de la gestion des risques même en tant que tel, de la gestion des risques financiers, mais aussi au niveau vraiment en fait là du système judiciaire aussi qui doit vraiment être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficient aussi. Ok, donc ça c'est autant d'éléments en fait là qui sont soulevés. Là. Maintenant, je vais me tourner vers Corinne, ok, donc Madame Riquel Bamba. Madame Riquel Bamba, vous êtes dans un secteur en fait là de l'inclusion financière qui est vraiment capital pour nos différentes populations dans la zone en fait là UEMOA. Et au cours des dernières années, en fait, là, on l'a vu même dans la présentation qui a été faite, là, on sait que le numérique a beaucoup contribué et peut beaucoup contribuer à l'inclusion financière des populations. Et ça, j'aimerais vous demander, en fait, en tant que vraiment experte dans ce domaine-là de l'inclusion financière et avec l'expérience que vous avez vue avec d'autres régions, comment est-ce que vous voyez vraiment l'apport vraiment de ce numérique-là dans vraiment l'accompagnement en fait là des populations dans pour une meilleure inclusion financière et aussi les défis aussi qui peuvent être liés à ça. Donc les différents risques aussi auxquels il faudra faire attention aussi et pour pouvoir les surmonter. Et puis quelles sont les solutions que vous pouvez vraiment recommander en fait là aux différents acteurs de la région par rapport à cela, s'il vous plaît. Merci, professeur Soumaré, et merci à l'équipe Finance Work for Africa de me donner l'opportunité d'intervenir sur ce sujet. Peut-être juste deux mots pour les participants qui ne seraient pas familiers avec le SIGAP, dont nous sommes un partenariat global de plus de 30 organisations de développement de premier plan qui œuvrent en fait à améliorer les conditions de vie des populations vivant dans la pauvreté et aussi en particulier les femmes grâce à l'inclusion financière. Donc, nous testons des solutions, stimulons l'innovation pour produire des connaissances qui pourront ensuite être mises à l'échelle par les acteurs privés et publics pour faire en sorte que les écosystèmes financiers puissent permettre de répondre aux besoins des populations les plus vulnérables sur les différents marchés.
Donc, concernant effectivement les services financiers numériques, comme vous l'avez rappelé, ils ont grandement contribué à faire progresser l'inclusion financière dans la zone UMOA comme en Afrique subsaharienne. Je ne vais pas revenir sur les données. Et vous l'avez dit aussi, donc ces services innovants qui utilisent la technologie peuvent s'accompagner aussi de risques qu'il est évidemment extrêmement important d'identifier et d'atténuer pour que les utilisateurs continuent en fait à faire confiance, à mettre la confiance dans ces services et poursuivre leur utilisation et permettre aussi à d'autres personnes qui ne sont pas encore incluses de pouvoir les adopter et donc d'être maintenant inclus financièrement. Donc, si on parle, on en vient à ces risques. Donc, le SIGAP, dans le cadre de notre programme régional dans l'UMOA, donc programme régional de laboratoire pour la protection des consommateurs de services financiers numériques, donc nous avons mené une enquête en Côte d'Ivoire et au Sénégal. La même enquête vient de se clôturer au Burkina Faso pour comprendre quels sont les risques auxquels sont confrontés les utilisateurs des services financiers numériques, en particulier les utilisateurs du mobile money. Et ces enquêtes ont mis en évidence que dans les 12 mois qui l'ont précédé, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, 95% des utilisateurs ont été confrontés à au moins une difficulté dans l'utilisation de ces services. Et plus spécifiquement, donc, en Côte d'Ivoire et au Sénégal respectivement, 88% et 90% des utilisateurs ont été exposés à au moins un risque tel que les tentatives de fraude ou d'arnaque, le manque de transparence sur les coûts des services qu'ils utilisent, ou un réseau de mauvaise qualité qui les a empêchés de réaliser une transaction ou qui a créé d'autres difficultés. Donc, pour 40 et 32% des utilisateurs, respectivement, ils ont eu à perdre de l'argent en raison d'un risque qui s'est matérialisé. Et enfin, 40 et 39% respectivement des utilisateurs ont aussi rencontré des problèmes liés à leur manque de capacité pour utiliser ces services, par exemple pour naviguer dans les menus ou ont eu à se tromper de numéro de destinataire lorsqu'ils voulaient effectuer un transfert. Si on regarde de plus près, on voit que, donc toujours respectivement au Sénégal et en Côte d'Ivoire, c'est 44% et 61% des utilisateurs qui ont été confrontés au moins une fois à cette problématique de mauvaise qualité du réseau pour effectuer leurs transactions. C'est 55% et 33% des utilisateurs qui ont affirmé ne pas avoir été informés du coût du service avant d'effectuer une transaction, et 44 et 28%, toujours respectivement au Sénégal et en Côte d'Ivoire, qui ont fait face à une tentative de fraude ou d'arnaque. Et donc, par exemple, 8% et 14% de ces utilisateurs ont perdu de l'argent à cause d'une de ces fraudes ou de ces arnaques. Donc, c'est quand même significatif. Et 34% au Sénégal et 27% en Côte d'Ivoire ont eu à se tromper de numéro lorsqu'ils ont effectué une transaction. Donc, on voit quand même des risques significatifs et très concrets auxquels les utilisateurs sont confrontés, malgré, je dirais, tout l'avantage qu'il y a à utiliser les services financiers numériques, et ça ne remet pas en cause ces avantages et ces contributions à l'inclusion financière, mais on doit prêter attention à ces risques, et je ne parle pas aussi des risques qui peuvent intervenir au niveau des agents qui jouent un rôle essentiel dans les services financiers numériques. Ils aident à la fois les utilisateurs, mais ils peuvent être aussi un vecteur de risque. Et je parlerai peut-être tout à l'heure des risques liés spécifiquement au crédit digital. Donc, face à cette situation, il est évidemment urgent et important de pouvoir mettre en place une approche. Enfin, nous pensons en tout cas qu'il est important d'avoir une approche écosystème qui implique l'ensemble des acteurs donc qui sont concernés à différents titres par les services financiers numériques, pour qu'ensemble, ils puissent s'engager à prévenir,
à identifier et à réduire ces risques pour que les services financiers numériques puissent continuer à jouer leur rôle d'inclusion financière. Donc, ça signifie davantage de collaboration entre les différents acteurs sur ces différents marchés, et aussi une approche qui soit beaucoup plus centrée sur le client, qui devrait être adoptée, en particulier lorsqu'il est question de concevoir, d'adapter les parcours clients, les produits et services financiers qui sont offerts, par exemple, pour faciliter l'utilisation de ces services par les personnes les moins lettrées, ou améliorer la transparence. Il faut aussi noter qu'il serait extrêmement important ce qui est important, c'est l'application aussi des règles, normes et principes par les différents acteurs, que ce soit les autorités, les associations professionnelles et évidemment les prestataires de services financiers eux-mêmes, pour contribuer à réduire les effets de ces risques sur les consommateurs. Et peut-être un autre point important que je voudrais souligner, c'est celui relatif aux mécanismes de recours qui devraient être en place, qui devraient être connus des utilisateurs, pour que dès qu'ils rencontrent un problème, en fait, ce problème puisse être traité correctement, traité efficacement, et que l'analyse de ces plaintes aussi ou ces recours permettent d'améliorer les pratiques et produits et services. Et donc, dans le cadre de notre projet régional, nous soutenons cette approche au niveau de l'écosystème dans les pays où nous travaillons pour le moment. Voilà pour la réponse à cette première question. Merci. En tout cas, merci vraiment beaucoup pour ces éléments de réponse. Et puis, en tout cas, en tout cas, de nous avoir donné aussi la primeur sur ce que le CEGAP a fait comme enquête, là, surtout au niveau des risques. Bien évidemment, en fait, là, de nous avoir étayé sur le fait que, bon, ces risques-là, ça peut freiner quand même l'utilisation de ces services. Et puis, les pistes de solutions, hein, qui passent par la collaboration entre les acteurs, d'avoir une approche beaucoup plus axée sur les clients, non seulement au niveau de la conception, mais même aussi au niveau de la mise en marché, même en fait, là, du produit aussi. Et puis, la réglementation qui est vraiment capitale, en fait, là, dans tout ça, et les normes qui sont mises en place. Et puis, bon, avoir de bons mécanismes de recours qui rejoignent un peu l'aspect, en fait, là, du judiciaire aussi, qui a été mentionné avant aussi par Oumar et Tupa. Bon, ce que je vais vous proposer, en fait, là, mes chers panélistes, en fait, là, c'est qu'on passe aussi à la période des questions en même temps. Je pense qu'avec la période des questions, avec les questions des participants, ça va me permettre, j'ai un certain nombre de questions aussi, ça va me permettre proprement que certaines de ces questions-là vont rejoindre les questions des participants aussi. Je vais pouvoir en tout cas formuler mes questions aussi avec celles des différents auditeurs, et puis on va pouvoir faire un autre tour de table aussi. Si vous, en tout cas, vous n'y voyez pas d'inconvénient, on va procéder ainsi. Donc, Arnaud, on a plusieurs, je vois qu'en fait, au niveau des Q&A, questions et réponses, il y a plusieurs, en tout cas, c'est très, très actif à ce niveau-là. Est-ce que c'est possible de nous résumer, en fait, là, certaines des questions, en fait, là, auxquelles on pourrait demander à nos panélistes, en fait, là, de pouvoir répondre? Professeur Ok. Soumaré, si je peux me permettre, ce que je propose, parce que je Oui. vois qu'il y a certains qui ont levé la main, on peut peut-être donner la parole directement, Ok. pour gagner en temps, donner la parole directement aux spectateurs pour Oui, formuler leurs bien sûr. questions. Bien sûr, on peut aller ainsi. OK, donc je vois en fait là dans la liste de ceux qui ont levé la main, je vais commencer par Issa Segda, d'accord? Donc on va prendre Issa Segda. Euh, Est-ce que vous pouvez lui donner Oui. la parole? Attends, je vais voir peut-être. Monsieur Issa, c'est Ouais, ça? ouais, c'est ça. Normalement, Allez-y. votre micro doit marcher. Ouais. Vous êtes sur mute là. Je vois aussi des Monsieur questions dans Seda, le chat. à vous d'activer votre micro et de poser la question, s'il vous plaît. Vous pouvez juste C'est ça. activer votre micro et poser votre question. Ouais, Issa Segda, vous avez la possibilité de parler, mais il faut que vous activez votre micro. Voilà. Votre Donc, il y a micro. le signe du micro qui doit être devant vous, devant votre écran. Juste cliquez là-dessus pour pouvoir parler. OK, donc pendant que Issa Segda, en tout cas, règle peut-être le problème technique qu'il a, est-ce qu'on peut passer à M. Rachidi Koucheni? Est-ce qu'on peut donner la main à M. Rachidi Koucheni Je vais le donner. Oui, vas-y, ouais, Rachidi, s'il vous plaît. Bonjour, je suppose que vous m'entendez en ce moment, j'ai activé. Oui, on t'entend très bien, ouais. D'accord, formidable. Merci beaucoup, professeur Soumaré, pour cette opportunité donc, de dire quelques mots sur donc, l'environnement financier de l'UEMOA.
Je voudrais revenir un peu sur donc une de vos questions qui concernait la liquidité du système dans un contexte où, en fait, les entreprises continuent, en tout cas les PME continuent de citer l'accès au financement hein, comme une contrainte à leur activité. Et donc, je me présente d'abord, hein, je suis économiste principal à la Banque africaine de développement, même si je m'exprime ici en mon propre nom. Alors, donc, je disais qu'il y a quelques éléments qu'on peut citer pour expliquer pourquoi, en fait, hein, l'accès au financement continue d'être un problème dans la zone UEMOA. Et ce sont bien entendu des appréciations qui viennent de mes lectures. Je pense qu'il y a une aversion au risque qui favorise, donc, qui biaise la composition des portefeuilles bancaires vers donc, certains types de projets et même qui crée une concentration de risque à un moment donné. Pourquoi? Parce que la base des emprunteurs n'est pas tellement large, parce que il y a toute une population de jeunes et de femmes qui n'ont pas accès pour des raisons contextuelles essentiellement. Alors, le contexte africain souffre de quelques problèmes, africains en général, mais moi aussi, on a un problème avec l'identification des personnes, un problème avec l'adressage. Pour retrouver quelqu'un, par exemple, qui doit de l'argent, où est-ce qu'on lui envoie une lettre? On a un problème aussi avec le credit rating, donc qui n'est pas très bien huilé dans cette région. Et je pense que ce sont des éléments à prendre en compte pour expliquer pourquoi il y a une offre et il y a une demande, mais le marché n'est pas efficace. Secondo, je voudrais aussi dire que les banques n'ont généralement pas de département de recherche pour essayer d'avoir a priori des profils pour les types de projets qui leur viennent, et ce qui leur permettrait par exemple d'avoir des profils de rentabilité par secteur et peut-être même proposer des services non financiers pour accompagner adéquatement les jeunes entrepreneurs. Donc ça aussi, ça peut être un blocage parce que le jeune, il se démerde tout seul, il arrive avec des projets sans business plan, il n'a pas une idée très correcte de la profitabilité de son projet et il se fait refouler parce que le dossier n'est pas assez solide. Et donc ça peut être aussi un blocage. Et en troisième lieu, j'évoquerais peut-être… Rachidi, est-ce que c'est possible que ce soit la dernière, le troisième, Bien s'il sûr. vous plaît? Voilà, je vais donner un peu Troisième et la chance dernier aux autres. point, les procédures, en fait, pour accéder au crédit dans la zone UEMOA et dans beaucoup de pays africains sont souvent très lourdes. Et même, c'est-à-dire qu'on a des PME à qui on demande des choses impossibles à fournir pour pouvoir accéder au crédit, sans compter au passage le coût du crédit lui-même qui est souvent prohibitif. Et là, je n'évoque même pas encore les opérations en devise quand une PME doit opérer en devise avec l'étranger. Donc, voilà quelques éléments qu'il faudrait adresser si on veut un marché financier, si on veut favoriser l'accès au financement des jeunes et des femmes. Merci beaucoup. Ok, Rachid, en tout cas, merci beaucoup pour cette contribution au débat. Ouais, et en tout cas, c'est très fort utile et puis très, en tout cas, qui nous apporte des éclairages sur certains aspects aussi, en fait, là, du débat. Alors, on va passer à… Est-ce que Issa a réglé son problème de micro? S'il fallait. Ok, bon, Issa n'est pas… Ok, on va passer à Roland Sibeke. Je prends ça par ordre que je vois ici. Voilà. Allez-y, Oui, Roland. bonjour. Vous m'écoutez? Oui, on vous entend très bien. Oui, merci. Je S'il vous suis, plaît, allez-y droit au but, là, soyez bref, s'il vous plaît. oui, je suis consultant et ancien collaborateur de la GIZ. Plus de 5 ans, plus de 5 années de travail en Afrique de l'Ouest. Et j'ai une question au sujet du financement des petites et moyennes entreprises. Vu la crainte des institutions financières, banques et institutions de microfinance, d'une sape, d'un enlèvement des fonds propres des entreprises qu'elles ont financées par les sociétaires de ces entreprises. Vu ce risque, est-ce qu'il y a des informations
sur le taux de mise en réserve des bénéfices des PME dans la zone UEMOA. Merci. Ok, d'accord. Donc, vous voulez savoir s'il y a des... Je n'ai pas très bien compris la question. Est-ce qu'il y a des informations sur le taux de mise en réserve? En fait, là, quand vous parlez de réserve, c'est quoi? Est-ce que c'est les réserves que les banques doivent mettre de côté, en fait, là, pour pouvoir couvrir ces risques des PME? Est-ce que c'est... Les réserves des fonds propres des entreprises financées par les banques. Ah, ok, d'accord. Ok, parfait. Ok, merci beaucoup. Donc, on va passer à Arias Dedo. Je vais prendre les différentes questions et puis après, on pourra faire, comme on est pris par le temps, après, on va faire un dernier tour de table, en fait, là, des différents panélistes et puis pouvoir conclure. Donc, je vais passer à Arias Dedo et soyez bref, s'il vous plaît. Voilà. Ok, d'accord. Oui, allez-y, parlez. On vous entend. Allô? Oui, allô, Oui, on vous entend, oui, allez-y, oui. parfait. Alors, j'ai deux, trois petites questions. La première, S'il vous c'est par plaît, rapport... Arias, on va aller pour une seule question. On va laisser un peu la chance aux autres aussi d'intervenir. Donc, choisissez parmi vos trois questions laquelle est la plus... Bon, alors, S'il vous donc, plaît. alors, j'y vais avec celle peut-être que j'ai dit à poster. J'étais curieux de savoir s'il existe une politique commune relative à la gestion des comptes dormants de mobile money au niveau des opérateurs installés dans l'UEMOA. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation à laquelle quand même je voudrais avoir une réponse, c'est par rapport à EcoBank. Je voulais savoir si le fonds réservé, disons, aux femmes, hein, est-ce qu'à date, on peut faire une comparaison entre le déploiement qui est fait de ce fonds dans la zone anglophone et par rapport à la zone francophone, notamment par rapport à l'UEMOA? Ok, parfait. Merci beaucoup, en tout cas, M. Dodo. Dodo, c'est bien noté. Okay. Je vais aller avec le prochain, en fait, M. Noël Blé. Noël Blé. Allez-y, monsieur, activez Monsieur Noël, vous pouvez Oui, allez-y, monsieur Noël Blé. activer votre micro, monsieur Noël, s'il vous plaît. Bon. Il ne réagit pas, on va passer au Ok, prochain. d'accord, on va passer à M. Mahamadi Baliman, s'il vous plaît. Monsieur Mahamadi. Monsieur Mahamadi, allez-y. Oui. Mahamadi, vous pouvez activer votre micro. Allez-y. Ouais. On ne vous entend pas. Hein? Votre micro a l'air d'être activé, mais nous, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas, Okay. monsieur Mahamadi. Ok, c'est ça. Monsieur, bon, je pense que essayez de voir un peu à votre niveau pour le micro et puis ça. Donc, bon, je pense qu'en fait, avec ces questions, probablement que je vais revenir vers mes panélistes. En tout cas, désolé pour les autres pour lesquels on ne peut pas prendre nécessairement toutes les questions. Je vais passer... Je crois, Oui, juste pour dire que je vois que sur le chat aussi, il y a une série de questions. oui, il y a une série de... Et je pense qu'Arnaud pourra nous faire un peu un résumé, en fait, là, parce que je sais qu'il y a une série de questions auxquelles il y en a qui ont eu des réponses directement sur le chat. Arnaud, si c'est possible de nous résumer rapidement, en fait, là, qu'est-ce qui ressort de ces questions-là, et puis, bon, on va faire le tour des panélistes, et puis, pouvoir conclure. Donc, si vous pouvez déjà commencer avec la question qu'on a... Oui, c'est ça, exactement. Donc, pendant OK, donc on va faire le tour des panélistes. Donc, vous avez entendu, en fait, là, les différents intervenants. Bon, la première intervention de M. Rachidi Kouchouni, c'était beaucoup plus une contribution, c'est pas vraiment une question. Maintenant, bon, après, les autres, c'était des infos sur les ressources, en fait, des réserves de fonds propres, en fait, là, des PME, auxquelles, en fait, là, les banques prêtent, les politiques, en fait, là, sur la gestion des comptes dormants, éventuellement au niveau des comptes mobile money, pour les fonds, en fait, là, dédiés aux femmes aussi, s'il y avait possibilité de faire des comparaisons avec les zones anglophones éventuellement. Donc, je pense que je vais me tourner, en fait, là, vers nos différents panélistes. En fait, là, si jamais, par rapport à ces différents points qui ont été soulevés, est-ce que si vous avez, en fait, là, des commentaires spécifiques par rapport à certains... Mais je pense que ce qui revient beaucoup, vraiment, c'est cet aspect de financement, en fait, là, des différentes populations, surtout des PME,
Voilà, et puis les différents mécanismes qu'on peut avoir vraiment pour pouvoir aider énormément, en fait, là, pour aider ces PME-là. Donc, ça revient quand même énormément dans les différentes interventions. Donc, je vais commencer, en fait, là, par Jean-Yves Nakan. Jean-Yves, en fait, là, je sais qu'au niveau des PME, il y a un compartiment dédié, par exemple, au niveau de la BRVM. Pour cela, ce compartiment-là, en fait, là, ça fait un certain temps quand même que c'est en place et autres. Si vous pouvez nous en dire un peu plus, et puis quelles sont les différentes pistes de solutions, en fait, qui sont explorées par la BRVM pour pouvoir faciliter en fait l'accès de ces PME-là, surtout à travers le financement du marché direct. Là. Merci, professeur. Donc, en effet, la BRVM a créé un compartiment des PME qui a changé de nom d'ailleurs, qui s'appelle maintenant le compartiment croissance depuis 2017 à la BRVM. Donc, et ce compartiment-là est dans l'objectif de pouvoir faciliter le financement des petites et moyennes entreprises pour dynamiser les économies de notre région. Donc, c'est une réponse que la BRVM a souhaité apporter à travers, on va dire, l'offre de capital. Vous savez qu'il y a le volet capital et le volet dette. Pour pouvoir alimenter ces sociétés-là, on a pensé qu'il était quand même utile de pouvoir créer un programme de renforcement de capacité de certaines PME que nous allions identifier qui peuvent être en mesure de remplir aux conditions et pouvoir accéder à ce compartiment. Quand on parle de PME, c'est vrai, on parle de ces entreprises-là qui sont dynamiques, qui constituent la part la plus importante de l'ensemble des entreprises de notre région. Mais il ne faut pas oublier qu'elles ont certaines caractéristiques qui ne sont pas favorables à la recherche de financement à long terme. Et M. Sangaré a évoqué ce point quand il a parlé de ces PME où il n'y a qu'un seul dirigeant, tout tourne autour d'une seule personne, tout tourne autour du dirigeant. Donc, qu'en est-il en cas de succession? Que devient la PME demain? Donc, c'est un aspect que la bourse a regardé. Et vous savez qu'en matière de bourse, cela demande de l'information financière. Nous avons estimé qu'il était important de mettre un certain nombre de modules pour former ces PME, notamment la gouvernance. La gouvernance est un point très, très important à la bourse et aussi la publication des résultats, etc. Donc, on a élaboré six modules et nous avons eu l'opportunité d'avoir 3 cohortes de 10 entreprises chacune, donc au total 30 entreprises. Et nous avons travaillé avec ces entreprises-là pendant près de 3 ans. Et nous avons, au bout de ces 3 ans, pu certifier 16 d'entre elles. L'ensemble de ces entreprises-là ont indirectement, à travers l'intégration dans le programme Elite BRVM Launch, ont pu lever ont pu lever des fonds supplémentaires avec les banques, ont pu utiliser le marché, ont pu utiliser des obligations privées et ont pu on a en tout cas estimé à près de 30 milliards à peu près les fonds que ces entreprises-là ont pu avoir après leur intégration au programme Elite. Donc, nous estimons que en l'absence de cotation, nous sommes déjà dans un apport que la BRVM a pu apporter à ces entreprises-là dans le développement de leurs activités. Il est vrai que nous sommes encore nous cherchons à attirer de nouvelles entreprises sur le compartiment. Il y a eu des entreprises qui étaient pressenties l'année dernière pour lesquelles les introductions n'ont pas abouti. Cette année, il y en a d'autres qui sont encore pressenties. Donc, on est toujours dans ce train-train. Mais nous allons au-delà de ça. Nous allons au-delà de ça pour comprendre. Parce qu'on ne va pas chercher à tout le temps faire la promotion d'un produit, peut-être que les entreprises ne sont pas encore prêtes à adopter. Donc, nous aussi envisageons de pouvoir dynamiser le volet marché obligataire
aussi pour faciliter l'accès au financement. Donc pour ça, nous envisageons de lancer deux produits en particulier, les mini-bonds et les basket-bonds, pour pouvoir accroître l'offre de financement de services dédiés aux PME. Donc voilà ce que je peux dire sur ce que la BAVM fait. Et pour vous dire qu'au-delà du troisième compartiment, on pense à d'autres solutions sur le volet bancaire, sur le volet dette. Merci. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais passer à Oumar. En fait, là, bon, il y a une question qui était spécifiquement dirigée vers EcoBank en termes de, en fait, là, pour le fonds dédié aux femmes, par exemple, et la comparaison avec les zones anglophones. Mais en même temps, je vais élargir un peu plus, en tout cas, la question pour Oumar en même temps. Et dis, mais parce que bon, quand on parle aussi en fait de l'intermédiation en fait la bancaire, mais on parle des ressources qui doivent être prêtées aussi. Donc en termes de la diversification aussi, parce que quand on regarde aussi dans les chiffres qui ont été présentés, il y a comme une concentration vraiment au niveau en fait là des déposants actuellement. Donc il n'y a pas cette diversité là qui permet aussi aux banques de lever suffisamment de ressources aussi éventuellement pour pouvoir faire du crédit aussi. Et donc comment est-ce que vous voyez cela en fait là dans la perspective des banques et puis comment est-ce qu'on pourrait améliorer aussi cette mobilisation des ressources en diversifiant vraiment les sources en fait là de financement qui pourraient venir au niveau de la banque pour pouvoir éventuellement en fait là faire plus de crédit. Merci beaucoup, professeur. Alors, pour répondre à la question concernant le fonds dédié aux femmes, le programme Élevé, le programme a en fait été lancé dans la zone UMOA. Donc, le taux de déploiement est beaucoup plus élevé dans la zone francophone qu'en zone anglophone. Donc, ça, c'est pour répondre à cette question. Maintenant, au niveau des ressources et la diversification des ressources, c'est un très, très bon point. Il faut impérativement, en fait, que les banques diversifient leurs sources de financement. Aujourd'hui, la plupart des déposants sont des institutions de grandes entreprises. Et il faut qu'on arrive à capter l'épargne, justement, de ce qu'on appelle les petits déposants. Donc, ça peut être des PME ou bien des particuliers. Et ça passe forcément par l'éducation financière. Une des raisons pour lesquelles les gens, en fait, n'épargnent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas assez équipés pour faire face aux problématiques liées à l'épargne, à la gestion du budget familial, etc. Donc, ça passe par l'éducation financière. À titre d'exemple, EcoBank organise chaque année le salon de l'épargne et de l'investissement où on échange justement sur toutes ces problématiques-là et il y a des formations, etc. pour aider les gens à mieux gérer leur épargne et les aider à épargner. Une fois que les gens justement sont équipés, on peut à ce moment-là leur fournir des outils qui leur permettront d'épargner et capter justement leur épargne dans le système bancaire. Il faut noter qu'aujourd'hui, en tout cas dans la zone UMOA, la majorité de l'épargne des petits déposants va vers le mobile money. Et la raison est très simple, c'est parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus commode. Donc, ce que les banques doivent faire et ce qu'on essaie de faire, nous également, au niveau d'EcoBank, c'est offrir des produits qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus commodes pour amener les gens à justement déposer leurs fonds dans des banques plutôt que d'aller vers le mobile money. Donc, aujourd'hui, personne n'a envie d'aller dans une agence et attendre pendant 3 ou 4 heures de temps. Donc, il faut pouvoir avoir justement des agences qui sont ouvertes beaucoup plus longtemps. Il faut faciliter l'ouverture de compte. Il faut avoir des produits digitaux. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important. L'autre point qui est important, il faut rassurer les épargnants. Les petits déposants, des fois, la mentalité aujourd'hui, c'est de dire je préfère garder mon argent sous mon matelas parce que je suis sûr que rien ne va arriver. Donc, il faut développer des produits comme aux États-Unis ou au Canada où il y a le FDIC ou le CDIC qui sont des couvertures. En fait, le gouvernement garantit justement les déposants en cas de faillite de la banque. Donc, ça, c'est des choses qu'il faudrait mettre en place. Et l'autre point, c'est tout simplement le marché interbancaire. C'est-à-dire que parmi les sources de financement, on peut aller voir d'autres banques qui, elles, ont plus de liquidités pour avoir de la liquidité. Ou alors, on peut aller voir des institutions de développement comme la BAD, comme Proparco, l'AFD, etc., qui, elles, peuvent justement donner des liquidités aux banques. Ok. Est-ce qu'on a perdu Oumar ou est-ce que c'est de mon côté ou bien, en tout cas, juste m'assurer que Non, non, vous avez... Il semble qu'on l'ait perdu. Oui, on a perdu Oumar, hein, mais je pense qu'il était quand même aussi vers la fin de ses propos. Okay. Oumar, si vous nous entendez... Pour Ok, voilà pour ces voilà. questions. Ok, Oumar, on t'avait perdu un peu, mais je pense que... Ok, ouais, Oumar semble avoir de la difficulté. Oumar, on t'avait perdu, je pense qu'il est de retour. Oui, Ouais, désolé. J'ai eu un oui, problème de là, je pense connexion. que Oui. la dernière phrase, le dernier développement, on l'avait perdu. Si juste le revenir là-dessus.
Pardon, Allô? désolé, hein, j'ai un petit problème de connexion, j'espère que vous m'entendez. Donc, je Oui, on disais que t'entend. le dernier point, c'était le marché interbancaire, C'est où on ça. peut avoir une source de financement à travers d'autres banques ou à travers des institutions de développement comme la BAD, l'AFD, etc., qui, elles, peuvent fournir la liquidité aux banques et généralement qui serviront à financer des projets spécifiques, comme financer des PME ou des projets qui ont le label ESG, justement, des projets sociaux et sustainable. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup, Omar. Et en fait, je vais me tourner maintenant vers Corinne. Mais en fait, dans les dernières questions que je pose, j'en profite aussi pour regarder un peu les points qui sont soulevés dans le chat et puis je les combine aussi. Mais enfin, Corinne, en fait, je pense que la dernière question, en fait, là, et puis on va pouvoir ouvrir la porte. D'abord, il y a le point sur la gestion en fait, des comptes dormants. Je pense que ça, c'est un élément important, surtout qu'on voit de plus en plus d'utilisation des mobile money. On sait que tous ces comptes-là ne sont pas forcément des comptes actifs. Voilà, donc j'imagine qu'au niveau de l'expérience avec le CIGAP aussi, en fait, là, il y a des politiques qui existent pour mieux gérer, en fait, là, ces différents comptes dormants. Mais en même temps, si j'élargis un peu plus, en fait, la question, on regarde un peu le mobile money, il est beaucoup utilisé, mais je pense qu'au niveau des capacités même d'utilisation du digital ces temps-ci, on n'a pas encore exploré toutes les capacités. Entre autres, en fait, là, bon, on l'utilise beaucoup pour faire des transactions, mais est-ce qu'on peut l'utiliser pour une plus grande mobilisation des ressources au niveau de l'épargne, en fait, qu'on peut mobiliser le plus possible? Est-ce qu'on peut l'utiliser aussi même pour faire aussi du crédit aussi, en fait, là aussi? Je sais que dans d'autres zones, en fait, là, c'est des choses qui se font. Donc, comment est-ce que, en fait, là, vous voyez ces différents éléments-là pour pouvoir utiliser vraiment le plein potentiel, en fait, là, du mobile money ou d'autres solutions digitales pour avoir une meilleure inclusion, en fait, là, des populations, des ménages et puis même des PME aussi, une question qui revient de plus en plus, en fait, là, sur le financement des PME. Ouais. Merci, professeur Soumaré. J'ai répondu à deux questions dans le chat, hein, et notamment Super. sur les comptes dormants. Mais par Super. rapport donc à votre question, donc comment est-ce qu'on peut profiter davantage encore de l'opportunité offerte par le mobile money, et notamment au niveau du crédit et de l'épargne. C'est vrai on reste encore, l'offre reste encore beaucoup sur des services, disons, de base, hein, et il y a encore très peu d'initiatives de crédit digital et d'épargne digitale. Il y a quelques offres en Côte d'Ivoire et encore très peu ailleurs. On sait que c'est en préparation, mais c'est encore assez peu développé. Bon, ça pose un certain nombre. Et là où c'est développé en Côte d'Ivoire, on se rend compte aussi que ça pose un certain nombre de problèmes. On voit bien que sur le crédit digital, par exemple, les taux de remboursement en retard sont très élevés. Et ils sont très élevés. De ce que nous, on a pu comprendre au travers de nos études, c'est qu'il y a sans doute un manque de transparence sur ou des parcours qui ne permettent pas en fait aux clients d'avoir toutes les informations sur les termes et conditions, sur les dates de remboursement. On a peut-être des produits aussi qui ne sont pas suffisamment, vous savez, c'est basé sur des algorithmes, mais on n'a pas suffisamment des produits suffisamment adaptés aussi aux besoins des différents segments de population qui ont recours à ces crédits digitaux. Entre quelqu'un qui veut prendre un crédit digital pour répondre à un besoin urgent, hein, dans la famille, et quelqu'un qui veut prendre un crédit digital pour contribuer au développement de son activité, c'est pas le même type de besoin et ça devrait ne pas être exactement non plus le même type de produit. Donc, il y a sans doute un besoin de segmentation, de meilleure segmentation de la clientèle pour mieux répondre aux besoins, un besoin de renforcer les capacités des utilisateurs, donc à bien comprendre comment fonctionne un crédit numérique, quels sont les risques, parce qu'il y a la question du bureau de crédit. Vous prenez un crédit digital de 5 000 francs ou de 10 000 francs, vous ne le remboursez pas à temps et vous allez vous retrouver avec un score au niveau, un mauvais score au niveau du bureau de crédit qui demain va vous empêcher peut-être d'accéder à un autre type de crédit qui va répondre à d'autres besoins que vous pouvez avoir. Et sachant que 78%, par exemple, de ce que révélait notre enquête, 78% des utilisateurs du crédit numérique, en tout cas en 2022, étaient des primo-emprunteurs, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient jamais emprunté auprès d'un système formel.
Donc, il y a vraiment besoin de renforcer les capacités de bien informer, sensibiliser sur les droits et les devoirs par rapport au crédit de manière générale, au crédit numérique. Et de l'autre côté, du côté des prestataires, à vraiment améliorer les parcours clients, rendre plus transparente l'information pour le bénéfice en fait des deux parties. Donc, bon, voilà quelques éléments. Je sais qu'on est très pris par le temps, mais voilà quelques éléments de réponse pour que ces services aussi puissent rencontrer pleinement leur objectif et répondre aux besoins des populations. En tout cas, merci beaucoup, Corinne. En tout cas, donc, je vais saisir cette occasion. En fait, là, bon, je pense que ça vient à la fin de notre panel, en fait. Je vais saisir cette occasion. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de questions. Il y a d'autres qui ont des questionnements, mais on ne va pas régler tous les problèmes, en fait, là, avec un seul panel, surtout le problème du financement de nos différentes économies. L'inclusion financière, c'est des sujets quand même assez passionnants. Mais je pense qu'on aura quand même permis d'avoir le débat. Le débat a pris place, d'avoir un certain nombre de réponses quand même. Et donc, j'imagine que la conversation continue toujours. Donc, ici, moi, je constate qu'il y a eu des améliorations, il y a eu des progrès, mais il y a des marges de manœuvre encore pour pouvoir continuer à améliorer en diversifiant, en fait, là, la base de produits, en diversifiant aussi la base d'acteurs aussi qui peut exister, en ayant une meilleure collaboration entre les différents acteurs, en travaillant beaucoup plus sur la réglementation aussi, qui pourrait être aussi, permettre aussi d'instaurer encore plus la confiance, ainsi de suite. Donc, je pense qu'en fait, il y a plusieurs éléments qui sont ressortis et il y en a eu un très bon débat. Là-dessus, j'en profite pour remercier vraiment mes collègues, en fait, panélistes, pour vraiment le partage très, très généreux qu'ils ont fait et pour le temps aussi. Et merci beaucoup aussi à nos collègues, en tout cas, de Making Finance Work for Africa et aussi de la Commission économique de l'Afrique pour l'opportunité qu'ils nous ont donnée, en tout cas, d'avoir pu échanger dans ce panel-là. Donc, sur ce, sans plus tarder, mais M. Gracolé, je vous redonne la parole justement pour la fin. Merci encore, professeur. Merci encore pour cette modération. Donc, je vais donner maintenant la parole à Sonia Issoub-Madjé. Elle est chef de section financement innovant et marché des capitaux à la CEA. Donc, Madame Sonia, Madame Issoub-Madjé, vous avez la parole. Merci beaucoup, Gracolé. J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Et que vous pouvez également me voir. OK. Donc, je vais clôturer ce webinaire au nom du directeur par intérim de la division du développement du secteur privé et des finances de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, qui malheureusement est empêché. Je voudrais commencer par remercier tous les participants parce que ça a été un webinaire à la fois instructif et interactif. Je voudrais également saluer la collaboration entre Making Finance Work for Africa et la CEA et surtout l'initiative d'organiser cette réunion qui nous a permis de discuter du développement du secteur financier dans la zone UEMOA. Le système financier reste dominé par le secteur bancaire qui représente environ 90% des actifs. Cependant, le dynamisme d'autres acteurs tels que les institutions de microfinance, la forte pénétration des services bancaires mobiles dans la région ont la capacité de stimuler également l'inclusion financière. Il faut noter que le système financier a un rôle central dans le développement des économies de la sous-région. Ça a été dit plusieurs fois par nos différents intervenants. Je voudrais également rappeler peut-être quelques atouts sans forcément faire de la redite de cette sous-région. Elle a une loi bancaire unique et plusieurs banques régionales ou panafricaines qui opèrent dans plusieurs pays. Elle a une monnaie commune qui faciliterait notamment les échanges entre les différents pays de la zone, mais aussi les paiements intra-régionaux. Et enfin, elle a des marchés monétaires et financiers qui sont relativement intégrés pour les pays qui participent à la zone UEMOA. Alors, quels sont les enjeux, en plus de ceux qui ont été identifiés dans l'étude du consultant, et comment des institutions telles que Making Finance Work for Africa et la CEA peuvent accompagner les pays de l'UEMOA? Alors, il y a effectivement un grand enjeu autour de l'accélération du développement des marchés de capitaux, vraiment comme vecteur de financement à la fois du secteur public, mais également du secteur privé. Et ça, c'est possible grâce à des instruments appropriés. Et on en a parlé,
l'inclusion financière, permettre aux particuliers, par exemple, de pouvoir investir en bourse. Les collègues de la BRVM ont mentionné les mini-bonds, les basket-bonds, pour justement avoir des véhicules d'agrégation compte tenu des besoins parfois qui sont très petits des petites et moyennes entreprises. Donc, avoir ces véhicules d'agrégation permettrait d'avoir une taille critique et de pouvoir leur permettre de lever des financements sur les marchés. Et j'y vois aussi également un moyen de mobiliser davantage l'épargne domestique. On constate qu'aujourd'hui, toute l'épargne de nos pays ne rentre pas forcément dans le système financier. À travers une offre de produits appropriés, on pourra très bien mobiliser cette épargne pour financer des projets et des programmes critiques pour les économies. Un deuxième enjeu, c'est soutenir et renforcer le rôle des investisseurs domestiques qui sont essentiels au financement des secteurs économiques clés. On en a parlé, mais je pense que ça, c'est un point qui est très important, surtout si on veut pouvoir avoir un bon équilibre entre les financements qui sont faits en devises étrangères et les financements qu'on peut porter en monnaie locale. Un troisième enjeu que je voudrais mentionner, c'est promouvoir le financement à long terme à travers une gamme diversifiée de produits et de services financiers. Les problématiques que rencontre le secteur privé peuvent être effectivement des besoins à court terme, mais aussi des besoins à long terme, notamment lorsqu'on rentre dans une politique d'industrialisation d'un pays spécifique ou de cette sous-région. Donc, ça, c'est un peu les trois grands enjeux, en plus de ceux qui ont été mentionnés par les panélistes que j'aurais voulu, que j'ai souhaité partager avec vous. Alors, la CE a mis en place un programme d'assistance technique pour renforcer les capacités des investisseurs institutionnels de la zone de l'UMOA. Et l'objectif, c'est à la fois de faire de l'accompagnement, mais aussi de fournir des outils nécessaires pour pouvoir investir. Je pense qu'il y a de la volonté, mais il y a aussi un manque d'informations, de données, d'outils pour pouvoir apprécier le risque d'un investissement, notamment lorsqu'on parle d'investissement alternatif. Nous avons également mis en place un programme pour accompagner le développement des marchés de capitaux et on le fait en collaboration avec d'autres partenaires. Comment est-ce qu'on peut créer de la profondeur sur nos marchés? Ça a été évoqué, hein, le taux de rotation reste relativement faible. Et également, on voit bien que les investissements qui sont aujourd'hui effectués sur nos marchés sont plutôt de l'ordre du court ou du moyen terme. Il faudrait pouvoir avoir une profondeur de produits qui permettent justement de pouvoir lever des fonds pour des projets à long terme, notamment lorsqu'on parle de projets d'infrastructure. Et enfin, nous collaborons également avec Making Finance sur des outils, des méthodes, des modes de financement à long terme disponibles pour les États et le secteur privé. Alors, chers participants, mesdames et messieurs, je voudrais à nouveau vous remercier pour votre présence, pour votre participation active, remercier tous nos intervenants pour vraiment la qualité des présentations, la qualité des échanges, ainsi que, très important, toute l'équipe qui a contribué à l'organisation de ce webinaire. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup et au revoir. Hein. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.